tous, bonjour. Bonjour. Je vais Stéphane. Je m'appelle Stéphane Jessy, je suis professeur à l'INSEP. Les collègues membres du jury ont fait l'honneur de me désigner comme président pour décider dans cette soutenance de thèse. Donc, les membres du jury, je les présenterai après votre soutenance, ça me permettra de poser un petit peu après l'exposé. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont en visioconférence, qui n'ont pas pu se déplacer. Donc, on verra un petit peu tout à l'heure. Dans le temps, vous allez travailler entre sur la modélisation des suivis pour l'amélioration de l'énergie à l'échelle du quartier. Donc, ça va travailler avec beaucoup d'aspects numériques à l'échelle à la fois bâtiment et quartier. Donc, on va vous laisser présenter pendant 3 quarts d'heure environ votre travail. Puis après, on est dans la ronde pour les traditionnelles questions. Voilà. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les membres du jury, je vais maintenant vous présenter mon travail de thèse qui porte sur la modélisation pour le suivi et l'amélioration des performances énergétiques à l'échelle du quartier. Ce travail a été encadré par Pascal Stava, directeur de thèse, et Thomas Berthoud. Je vais tout de suite commencer par vous présenter un petit peu le contexte, les enjeux et les objectifs de la thèse. Donc, cette thèse se place dans des objectifs globaux qui sont les besoins à l'échelle mondiale de réduction des émissions réduction des émissions de CO2 et des consommations d'énergie. De plus, on peut rappeler que le secteur du bâtiment résidentiel tertiaire consomme en France environ 40% de l'énergie finale et émet environ 16% des émissions de CO2. Face à ces enjeux globaux, différentes actions sont possibles à l'échelle du bâtiment. On peut parler de rénovation, donc par exemple améliorer l'isolation, de sobriété, donc par exemple baisser les températures de consigne, ou de flexibilité, qui consiste à consommer à des heures où l'énergie est plus disponible ou moins carbonée. Au-delà de cette échelle du bâtiment, on s'intéresse de plus en plus à l'échelle du quartier. En effet, cette échelle intéresse de plus en plus les collectivités qui peuvent mettre en place des projets d'envergure, tels que l'écoquartier, illustré sur cette image, à Paris, à Clichy-Batignolles. Cette échelle permet de nouvelles actions possibles, des économies d'échelle, par exemple, qui permet par exemple de faire des actions de rénovation de grande ampleur. On peut aussi installer des systèmes de chauffage ou de climatisation mutualisés qui vont permettre d'apporter par exemple de la chaleur aux différents bâtiments du quartier via des réseaux de chaleur. On va aussi essayer d'identifier des actions ou des bâtiments prioritaires à l'échelle du quartier. Et enfin, on va pouvoir mettre en place des actions d'effacement thermique ou d'effacement électrique d'ampleur assez importante. Cette échelle amène aussi de nouveaux objectifs. En effet, il peut être intéressant d'être capable de prévoir l'impact de scénarios de performance énergétique et les risques associés dans un but d'aide à la décision. Il peut aussi être intéressant d'évaluer l'efficacité des actions mises en place, identifier des dérives de consommation. On peut noter que sur de nombreux projets à l'échelle du quartier, il existe de nombreuses dérives de consommation et les objectifs ne sont souvent pas atteints. Et enfin, c'est intéressant aussi d'arriver à identifier les causes probables de ces dérives. Donc, pour répondre à ces objectifs, il paraît intéressant de disposer de ce qu'on va appeler un modèle de quartier. Donc, dans ces tests, ça va être un modèle de quartier pour les consommations de chauffage. Ce modèle de quartier, on va pouvoir le construire à partir de 2 types de données qui sont disponibles à l'échelle du quartier. Donc, on va parler de données de description du quartier. Donc, ça va être tel que les formes des bâtiments, les méthodes constructives, les usages, voilà, les surfaces chauffées, tout ce qui va permettre de décrire le quartier. Et on va aussi parler des données d'exploitation. Donc ça, c'est des données qu'on va pouvoir recueillir tout au long de la vie du quartier. Donc ça va être par exemple des données de consommation de puissance ou des données de température intérieure. Ces 2 types de données, on va pouvoir les considérer conjointement au sein de notre modèle grâce à ce qu'on appelle une inférence bayésienne ou de la calibration bayésienne. Donc je reviendrai un peu plus en détail sur cette partie calibration bayésienne plus tard, mais rapidement, les données de description vont nous permettre de construire ce qu'on appelle un modèle a priori, donc avec nos connaissances expertes et nos données de description, un modèle a priori du modèle. Ce modèle a priori, on va pouvoir
le mettre à jour au fur et à mesure qu'on va recevoir des données d'exploitation, telles que des données de consommation d'énergie. On va mettre à jour notre modèle pour affiner ses capacités prédictives. Ce modèle, on va pouvoir le construire par exemple sur une année N et l'appliquer sur une année N plus 1 pour répondre aux différents objectifs que j'ai présentés précédemment. Cette méthode globale pose de nombreuses questions. Une première question qu'on s'est posée, c'est quelle approche de modélisation choisir. Pour faire ce choix de modélisation, on a identifié différents critères qui nous intéressent. Donc, on va s'intéresser, selon les objectifs présentés, à la justesse pour le suivi de performance, la justesse pour la simulation d'actions de gestion de l'énergie, le temps de calcul, la facilité de calibration et la facilité de paramétrage. Donc, 3 approches de modélisation ont été envisagées. Première approche de modélisation, c'est ce qu'on appelle les modèles de signature énergétique. Donc, ça, c'est des modèles très simples qui nous permettent de relier les consommations d'énergie mensuelles ou annuelles à ce qu'on appelle des DJU ou des degrés-jours, qui sont en fait des estimations qui permettent en fait de prendre en compte l'écart entre les températures de consigne et la température extérieure. Ensuite, il existe ce qu'on appelle les modèles dits STD, donc de simulation thermique détaillée, tels que Transys, Energy Plus ou Pléiades-COMSI. Donc ça, c'est des modèles très détaillés, des logiciels très détaillés qui nous permettent de prendre en compte l'ensemble des phénomènes physiques intervenant dans un bâtiment. Et enfin, à l'intermédiaire de ces 2 modèles, on a des modèles dits dynamiques simplifiés, ou RC, qui sont aussi des modèles inspirés des phénomènes physiques, mais qui considèrent un nombre très réduit de résistances et de capacités pour représenter les phénomènes physiques. Donc, selon ces 3 critères, on va voir que plus on monte en complexité en fait, dans les modèles, plus potentiellement ces modèles peuvent être justes pour nos objectifs en termes de justesse. Par contre, plus on monte en complexité, plus on va avoir de paramètres à calibrer et à paramétrer. Donc, plus on va avoir des temps de calcul élevés, des difficultés de paramétrage et de calibration. C'est pour ça qu'on s'est intéressé particulièrement aux modèles dynamiques simplifiés qui sont apparus intéressants dans notre méthode, car ils se positionnaient comme un intermédiaire entre ces 2 approches qui nous permet de concilier à la fois sens physique et rapidité de calcul et facilité de calibration. Une fois qu'on a choisi cette approche de modélisation, donc je reviens sur notre méthode globale à laquelle on peut ajouter donc, ce choix d'approche de modélisation, mais encore de nombreuses questions subsistent. C'est ce qui m'amène à vous présenter le plan de la suite de la présentation. Donc, dans un premier temps, on va se demander quelle méthode d'inférence bayésienne. Donc, comment on va réaliser ce calcul-là qui va nous permettre de mettre à jour notre modèle a priori au fur et à mesure des données d'exploitation qu'on récupère. Ensuite, on a choisi l'approche de modélisation par des modèles RC, mais il existe de nombreux modèles RC. On va se demander quel modèle RC choisir et pourquoi. Ensuite, il va être intéressant de se demander comment, à partir des données de description du quartier, on va pouvoir construire ce modèle a priori. Donc, le modèle a priori, qui est ici en bleu, qui est construit à partir des données de description du quartier. Et enfin, on va s'intéresser un peu à l'application de la méthode et on va se demander, selon les données qu'on peut avoir à disposition sur un quartier, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette méthode au regard des objectifs de la thèse qui sont présentés en haut. Donc, je vais tout de suite je vais enchaîner avec la première partie. Donc, quelle méthode de calibration bayésienne? Donc, dans la littérature, on a pu identifier une méthode globale de calibration bayésienne qui est présentée sur ce schéma. Donc, je vais pouvoir vous présenter point un par un, les différentes étapes de cette méthode. Dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle une estimation des probabilités a priori. C'est-à-dire que pour tous les paramètres du modèle, en l'occurrence un modèle RC, donc par exemple un paramètre de résistance, on va associer cette résistance à une distribution de probabilité a priori qui va être construite à partir de nos données de description du quartier et à partir de nos informations expertes. Cette probabilité, elle peut être par exemple illustrée, elle peut ressembler par exemple à cette figure qui est une loi normale centrée sur 1. Et, vraiment, c'est sans unité, mais c'est juste illustratif. Ensuite, une fois qu'on a défini nos probabilités a priori pour l'ensemble des paramètres du modèle, ce qui se fait souvent dans la littérature, c'est qu'on cherche à réduire le nombre de paramètres calibrés. En effet, on va voir que la calibration bayésienne, c'est quelque chose qui demande une forte intensité de calcul, et du coup, on cherche souvent à limiter le nombre de paramètres qu'on calibre. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'identifier les paramètres les plus importants, les plus influents sur le modèle. On peut passer par une analyse de sensibilité, telle que l'analyse de Sobol, qui permet entre autres de considérer en entrée des distributions de probabilité. Ensuite, une fois qu'on a
sélectionné les paramètres qu'on va calibrer, on va passer à l'inférence bayésienne à proprement dit. Donc là, on va calculer la probabilité des paramètres, sachant donc la probabilité du jeu de paramètres θ, sachant les données observées, donc des données de consommation, par exemple, sur un mois, par exemple. Des données de consommation horaire sur un mois. Cette probabilité a posteriori, elle va être égale, selon la formule de Bayes présentée ici, à la probabilité a priori du modèle, en bleu, qu'on a estimé précédemment, multipliée par la fonction de vraisemblance, qui est la probabilité des données sachant un jeu de paramètres vrai, divisée par ce qu'on appelle une fonction de répartition, qui permet à ce que l'intégrale de la probabilité a posteriori soit toujours égale à 1. Donc, ce calcul de probabilité a posteriori, il pose aussi différentes questions, notamment des hypothèses vont devoir être faites sur la fonction de vraisemblance ici. Donc, dans cette thèse, différentes hypothèses ont été envisagées, avec différents avantages ou inconvénients. Une fois qu'on a défini notre fonction de vraisemblance, on va pouvoir passer au calcul à proprement dit de notre probabilité a posteriori. Pour ça, un calcul analytique s'avère généralement trop compliqué. Du coup, on passe généralement par ce qu'on appelle, on utilise alors un algorithme dit MCMC, Monte Carlo par chaîne de Markov, illustré ici en dimension 2. Cet algorithme permet de reconstruire la distribution en tirant de manière pseudo-aléatoire des points dans l'espace des possibles, engendrés par le vecteur des paramètres calibrés. Donc, plus un plus grand nombre de points sera tiré dans les zones de plus haute densité de probabilité. Ça va nous permettre ainsi de reconstruire notre probabilité a posteriori. Et aussi, on parle de chaîne parce que chaque tirage de nouveaux points dépend du tirage précédent. Donc, il existe de nombreux algorithmes d'échantillonnage. Un algorithme d'échantillonnage a été sélectionné dans cette thèse, l'algorithme du slice sampling qui permet une certaine robustesse d'utilisation, une certaine facilité d'utilisation. Mais d'autres algorithmes auraient aussi pu être intéressants. Une fois qu'on a calculé notre probabilité a posteriori, donc pour chacun des paramètres, on va passer à la vérification de la convergence. En effet, on va lancer différentes chaînes d'échantillonnage. On va s'assurer que, en lançant plusieurs fois l'algorithme, on aboutit à chaque fois au même résultat. Donc, une première possibilité pour vérifier la convergence, c'est qu'on compare les chaînes d'échantillonnage. Après, de manière plus quantitative, il existe dans la littérature des indicateurs qui nous permettent d'estimer cette convergence. On parle notamment de l'indicateur R-chapeau présenté ici, qui, à partir de la variance inter- et intra-chaîne, nous permet d'évaluer à quel point notre algorithme a bien convergé ou non. Une valeur qui est souvent retenue dans la littérature, c'est la valeur de 1,1, en dessous de laquelle on suppose que l'algorithme a convergé. On admet une bonne convergence de l'algorithme. Dans le cas contraire, on peut procéder à une augmentation du nombre de tirages ici, ou alors à une modification du modèle pour le rendre plus facilement convergent. Enfin, une fois qu'on s'est assuré de la convergence du modèle, on va passer au calcul de la prédiction a posteriori. Donc là, on va pouvoir d'abord tirer un jeu de paramètres possibles dans notre distribution a posteriori qu'on a calculé précédemment. Et selon ce jeu de paramètres possibles, on va pouvoir tirer un nouveau jeu de données probable. Donc, on va appeler ça la prédiction a posteriori. On va prédire un nouveau jeu de données qu'on va pouvoir observer sur une période temporelle donnée. Voilà pour la méthode. Donc, pour récapituler un petit peu les avantages de la méthode bayésienne, premièrement, toutes les sources d'incertitude peuvent être prises en compte. On parlera notamment des données d'exploitation et des expertises, des données expertes et des données de description du quartier. Aussi, cette méthode est robuste aux problèmes liés aux multidimensionnalités et aux minimums locaux, ainsi que les problèmes liés aux problèmes de fonctions multimodales. Cette méthode aussi est robuste au phénomène de surapprentissage, notamment grâce à la probabilité a priori. En fait, on ne va jamais faire confiance totalement aux données, on ne va jamais faire confiance totalement à nos a priori. C'est un intermédiaire entre les deux qui va toujours être trouvé en estimant les incertitudes de chacune des sources d'information. Et les résultats de calibration sont des fonctions de probabilité, donc l'incertitude associée aux résultats peuvent être estimées. Et, voilà. Par contre, un désavantage important, c'est que c'est quelque chose de très coûteux en calcul, parce qu'on va devoir en effet parcourir l'ensemble
d'ensemble de la fonction de probabilité a posteriori, de la probabilité a posteriori, qui demande un grand nombre de simulations. Donc voilà pour cette première partie. Maintenant qu'on a vu cette méthode de calibration bayésienne, on va se demander quel modèle RC utiliser. Alors, pour répondre à cette question, en fait, on s'est fortement intéressé au modèle de la norme dite ISO 13790, la norme internationale. Ce modèle RC est présenté dans la norme sous cette forme, mais on peut aussi, avec des transformations mathématiques, on peut aussi présenter sous cette forme-là, qui est plus facile à comprendre de manière physique. Donc là, j'ai représenté donc, un bâtiment avec des parois lourdes et des parois légères. Les parois légères, ce sera généralement les fenêtres, par exemple. On va partir d'une température intérieure, la température de l'air ambiant du bâtiment. La chaleur va partir de ce point pour se propager jusqu'à l'extérieur, en passant par trois branches possibles. Une première branche, ça va être la branche bleue, la branche liée aux parois lourdes, avec une résistance de convection, conduction, plus convection à nouveau. Une branche liée aux parois légères, branche rouge, également convection, conduction, convection. Les parois intérieures lourdes et légères sont reliées par une résistance radiative ici. Et enfin, une résistance liée à l'infiltration, auquel peut également être ajoutées les pertes par ventilation mécanique. À ça, on ajoute aussi différents flux thermiques sur chacun des points ici. Ces flux peuvent provenir de l'ensoleillement, des gains, des apports thermiques liés au métabolisme des occupants, des apports thermiques aussi liés aux consommations d'électricité spécifiques, et au système de chauffage, mais également aux échanges sur les parois extérieures ici, aux échanges radiatifs avec la voûte céleste. Enfin, donc voilà, je vous ai présenté un peu le modèle de cette norme. Pourquoi on s'est intéressé à ce modèle maintenant? D'abord parce qu'il est performant pour simuler des consommations de chauffage. Il s'est montré déjà beaucoup d'études ont été réalisées sur ce modèle et il s'est montré performant pour simuler des consommations de chauffage sur des cas modulozone, sur des bâtiments entiers, chauffés à des températures homogènes. Des méthodes Best Test ont également été, il a également été validé par des méthodes Best Test. Aussi, un gros avantage de ce modèle qui diffère fortement des autres modèles RC, c'est qu'une méthode complète de paramétrage à partir des données des propriétés physiques du bâtiment existe. Donc en effet, on va pouvoir, à partir d'une description physique du bâtiment, estimer chacun des paramètres qui sont ici, dont la capacité CM, qui est assez difficile à estimer, parce qu'on va essayer de représenter l'ensemble de la dynamique du bâtiment par une seule capacité CM. À cette capacité, j'ai réalisé quelque chose qui a aussi déjà été fait dans la littérature, c'est ajouter une capacité BRCA, qui évite simplement des variations trop brutales de température interne, de température ambiante. Donc, pourquoi ça nous intéresse d'avoir une méthode complète de paramétrage du modèle? Parce que ce lien fort entre les paramètres du modèle RC et les propriétés physiques du bâtiment permet ce qu'on va appeler l'identifiabilité du modèle. Alors, l'identifiabilité, dans cette thèse, c'est ce que je présente ici, on va la définir comme une propriété du modèle qui permet la convergence d'un algorithme de calibration vers des valeurs de paramètres correspondant à des propriétés physiques identifiées. Cette identifiabilité, elle est particulièrement importante dans la méthode globale pour plusieurs points, parce que, premièrement, ça va nous permettre de définir des propriétés a priori, tout simplement, qu'on a présentées. Le fait d'avoir un lien entre les propriétés physiques et les paramètres du modèle, on va pouvoir définir des probabilités a priori aux paramètres. Et aussi, on va pouvoir, ce lien physique va nous permettre d'étudier des scénarios et éventuellement d'identifier les causes de dérive de consommation. Cependant, l'identifiabilité de ce modèle et plus généralement sa calibration n'a pas beaucoup été étudiée dans la littérature. C'est donc une étude basée sur la calibration pour l'identifiabilité qui a été proposée. Pour cette étude, on s'est basé sur un cas d'étude qui est un modèle de bâtiment de bureau modélisé sur le logiciel Trenzis. Ce bâtiment il est composé de 3 étages identiques, dont une vue de coupe est présentée ici avec 5 zones différentes, 2 zones de bureau, une zone de sanitaire, une salle de réunion, une zone de circulation. Ce bâtiment consomme environ 50 kWh par mètre carré par an. Donc, on a effectué une première étude de calibration du modèle. Premièrement, d'abord,
premièrement, on s'est intéressé, pour simplifier le cas d'étude, à juste un étage intermédiaire du modèle dans lequel on a enlevé les parents intérieurs, donc un étage monozone, beaucoup plus simple pour pouvoir étudier de manière plus simple l'identifiabilité du modèle. Donc pour ça, on est parti dans notre modèle Trendis, donc là, cette fois-ci monozone, donc c'est juste une partie du cas d'étude présenté juste avant. Ce modèle Trendis, il a permis, de ce modèle Trendis, on peut récupérer des caractéristiques physiques des données de puissance et de température sur un mois de janvier, qui est un mois d'étude, une période d'étude qui est un mois de janvier. Ensuite, à partir de ces données de puissance et de température, on va pouvoir calibrer notre modèle RC étudié. Et une fois la calibration réalisée, comparer les paramètres calibrés aux caractéristiques physiques pour étudier justement l'identifiabilité du modèle. Et on peut aussi comparer les puissances et les températures simulées par le modèle pour étudier les capacités prédictives du modèle. Donc, on a commencé par faire un premier test de calibration en calibrant l'ensemble des 10 paramètres statiques du modèle présenté ici. Donc là, ce que j'affiche sur cette figure, c'est en fait, pour chacun des paramètres, les différentes 3 chaînes d'échantillonnage, comme expliqué en introduction, ont été lancées. Donc on va faire tourner 3 fois l'algorithme d'échantillonnage et on va avoir 3 résultats, donc 3 chaînes à chaque fois. On peut remarquer que pour les 3 premiers paramètres, les différentes chaînes d'échantillonnage convergent à peu près. Par contre, pour l'ensemble des autres paramètres, on n'a pas du tout de convergence de l'algorithme. Donc on va avoir ce qu'on appelle un problème de convergence. Pour répondre à ce problème de convergence, une première possibilité, ça va être de sélectionner les paramètres les plus influents. Donc, pour ça, une analyse de Sobol a été effectuée. Les paramètres R1, RHM et RFL ressortent fortement sur cette analyse de Sobol. Ces paramètres ont donc été sélectionnés pour la calibration. De plus, le fait que ces paramètres apparaissent à 3 branches distinctes, cela limite le problème de corrélation entre ces paramètres, qui peut aussi être un facteur assez important pour empêcher la convergence de l'algorithme. Aussi sont retenus les paramètres RMA et CM. Donc les paramètres RMA et CM ici. Donc ces paramètres ressortent moins de l'analyse de sensibilité de Sobol. Par contre, ils ont déjà montré dans la première calibration une bonne convergence. En fait, ces paramètres, ils ont montré une bonne convergence parce qu'ils ne sont pas liés. Ils n'ont pas de corrélation avec les autres paramètres. Ils ont un effet propre sur le modèle, qui est un effet lié à l'inertie thermique du bâtiment. Donc, ces deux paramètres qui régissent l'inertie thermique du bâtiment. En effet, on a la capacité CM ici et la résistance RMA, associée notamment à la surface AM issue de la norme en question. Et cette résistance, en fait, fait le lien entre la capacité CM et la température intérieure. Donc, ces deux paramètres ont été, bien qu'ils me semblaient moins influents que d'autres paramètres, ont été malgré tout sélectionnés pour cet effet propre sur le modèle. Donc, ensuite, une fois sélectionnés ces 5 paramètres, on a relancé la calibration. Et à nouveau, on observe que nos 2 paramètres AM et CM convergent bien. Par contre, nos 3 résistances qui étaient très influentes ne convergent toujours pas. Donc, maintenant, pour répondre à ce problème, on a imaginé une solution qui est ce qu'on va appeler un reparamétrage du modèle. C'est-à-dire que au lieu de calibrer les 3 paramètres ici, R1, RFL et RHM, on va remplacer ces 3 paramètres par 3 nouveaux paramètres qui sont présentés ici. Le premier paramètre, c'est un paramètre de résistance globale du modèle. Donc, c'est l'inverse des coefficients de transfert de chacune des branches. Deuxième paramètre, c'est en fait un paramètre qui va régir à quel point le flux thermique passe par la paroi lourde ou par les parois légères. Donc, plus ce paramètre est élevé, plus le flux thermique va passer par les parois lourdes proportionnellement aux parois légères. Et enfin, le dernier paramètre, c'est un paramètre qui va régir à quel point le flux va passer par la première branche légère ou alors par la deuxième branche légère qui est la branche d'infiltration. Plus ce coefficient va être élevé, plus le flux va passer par la branche verte proportionnellement à la branche rouge. Donc, en faisant ce paramétrage du modèle, on peut relancer la calibration et cette fois-ci, on obtient bien une très bonne convergence de l'ensemble des chaînes, comme présenté ici. Donc maintenant, ce que je peux vous présenter aussi, c'est qu'est-ce qu'on a ici en abscisse. En abscisse, en fait, on a la valeur de la résistance globale calibrée, par exemple, normalisée par l'estimation physique qu'on en a fait a priori. Donc, plus la valeur ici calibrée est proche de 1, plus on est proche
de l'estimation physique a priori. Donc, plus on a une bonne identifiabilité du paramètre. Donc là, par exemple, pour RG, on est très proche de 1, on est à 5% environ inférieur à l'estimation physique. Alors, par exemple, tout en bas, pour CM, le paramètre calibré est environ 30% supérieur à l'estimation physique. Donc, on va pouvoir quand même conclure sur une bonne identifiabilité du modèle, puisque 30% supérieur, étant donné la difficulté de représenter la thermique du bâtiment par une seule capacité, ça reste correct. Donc, identifiabilité pratique, on va avoir ce qu'on appelle une identifiabilité pratique des paramètres. Une fois qu'on a fait cette étude, donc sur un cas très simple monozone, on va pouvoir s'intéresser à un cas un peu plus compliqué. Donc, on va reprendre notre cas d'étude en entier, donc notre bâtiment en entier, qui est représenté ici, avec plusieurs zones. Ce bâtiment, pour tester la robustesse de la méthode, on va s'intéresser à différentes variantes de ce modèle. Par exemple, dans une première variante, on considérera une orientation nord-sud, ce qui va augmenter les différences de sollicitation entre les zones de bureau au nord et les zones de bureau au sud. On va aussi considérer différentes variantes où on fait varier 6 variantes dans lesquelles on fait varier le niveau d'isolation du bâtiment. On a aussi une variante de parois légères, une variante où la température de consigne est fixe, donc on n'a plus de réduit, une variante isolation par l'extérieur et une variante où certaines zones, notamment les zones de circulation, ne sont pas chauffées, ce qui augmente aussi les différences de température entre zones, qui peut complexifier l'analyse de la calibration du modèle, parce que le modèle étant un modèle monozone. Donc, je vais vous présenter 3 des résultats de ces différentes variantes. Donc, ces résultats que je vous présente, c'est le modèle de base Dale, le modèle nord-sud, donc avec une orientation nord-sud, et le modèle ISO2. Donc, ça, c'est un modèle dans lequel les isolants sur les murs et les toitures ont été multipliés par 4, donc fortement isolant. Donc, une première chose qu'on peut voir, c'est le paramètre R chapeau que j'ai présenté en introduction, qui est bien inférieur à 1,1. Donc, on a convergence de l'algorithme. Ensuite, on peut voir des indicateurs d'écart entre les températures issues des données et les températures simulées. La première colonne, c'est les RMSE, donc les écarts moyens, sur la période de calibration, qui est le mois de janvier, avant calibration. La seconde colonne, c'est sur le même mois de janvier, après calibration. Et enfin, les 2 dernières colonnes, c'est 2 périodes de validation, donc pour lesquelles on n'a pas utilisé les données pour la calibration. Donc, on a le mois de février, un mois de février et un mois de mars. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a des écarts moyens qui montent au maximum à 0,65 degrés, donc qui reste inférieur à 1,1 à 1 degré, donc ça reste très raisonnable. Et ce scénario correspond au scénario le plus défavorable de l'ensemble des variantes étudiées. Ensuite, donc les simulations sont proches des données d'apprentissage et de validation. On a une bonne capacité prédictive du modèle. Ensuite, on peut étudier les paramètres calibrés. Donc, on parle pour étudier l'identifiabilité du modèle. Donc là, on retrouve que pour la résistance globale, toutes les valeurs sont très proches de 1. Donc, elle apparaît on note une plutôt très bonne identifiabilité de ce paramètre de résistance globale. Et pour les paramètres CM et AM, là, par contre, on a des erreurs un peu plus importantes, mais qui restent correctes, donc jusqu'à 30% de plus pour CM et 20% de moins pour AM. Une analyse identique a été menée pour les paramètres rate N et rate L. Donc, ces derniers apparaissent encore un petit peu plus difficiles à identifier. Pour une raison, ces derniers apparaissent encore un peu plus difficiles à identifier, mais les estimations restent correctes. Et une des raisons pour lesquelles on avait plus de mal à identifier ces paramètres, c'est que le modèle avait tendance à faire passer une beaucoup plus grande quantité de flux par les parois légères que par la paroi lourde. Pourquoi? On s'est dit que c'était sûrement dû à la présence de cette capacité CM au niveau de la paroi lourde. En effet, sur un bâtiment, la majorité de la capacité va être souvent située au niveau du plancher et pas à l'intérieur des parois lourdes. Donc, une solution, ça a été de déplacer cette capacité sur un nouveau nœud ici, un nouveau lié à ce qu'on va appeler les planchers intérieurs du bâtiment. Ce nouveau nœud, il va être relié aux parois lourdes et légères par les résistances radiatives et à la température ambiante par une résistance convective.
En faisant ça, on a permis d'améliorer donc significativement l'identification du paramètre rect_m. Et c'est donc ce modèle qu'on a retenu pour la suite de la thèse. Voilà. Donc maintenant qu'on a identifié le modèle RC qu'on allait utiliser, on va s'intéresser au paramétrage a priori du modèle de quartier. Donc, qui est présenté sur le cas d'étude du quartier de Clichy-Batignolles, quartier qui a pris place en fait dans un projet européen à laquelle j'ai participé au cours de ma thèse, le projet Cordée. Donc, sur ce quartier de Clichy-Batignolles, donc on a réalisé ce qu'on appelle, à partir de l'ensemble des données de description qu'on avait, un modèle de quartier. Donc, ici, on peut voir le quartier, une vue aérienne du quartier, avec ce qu'on va appeler la table SIG du quartier. Donc, une table SIG, c'est une table de données, donc, avec en plus une colonne attribut qui permet de définir des formes géométriques. Donc là, on voit qu'on a plusieurs formes géométriques. Chaque forme géométrique correspond à un bâtiment. Chaque bâtiment est caractérisé par un usage. Donc, on a par exemple les bâtiments de bureaux en bleu, les bâtiments de logement en orange et les autres usages en assuré, qui peuvent être commerce de bas d'immeubles ou des écoles. Ces bâtiments sont aussi caractérisés par des hauteurs, des taux de vitrage, des usages et des surfaces chauffées. Donc cette base de données de description du quartier, elle a été construite d'abord au maximum à partir de bases de données pour essayer de limiter le temps de travail nécessaire à la construction du modèle. Et puis après, face aux limites de ces bases de données, on a ajouté des observations locales et aussi des documents de construction issus de l'aménageur. Ce modèle de quartier il a pu être utilisé pour faire un calcul d'apport solaire. Donc pour chacun des bâtiments, on a pu calculer les apports solaires, notamment grâce au logiciel DaySim, disponible sur la plateforme City Energy Analysis, qui permet de calculer rapidement l'ensemble des apports solaires et qui prend en compte notamment aussi les réflexions entre bâtiments. Aussi, cette plateforme elle a pu nous permettre de calculer ce qu'on a appelé les surfaces mitoyennes ou les surfaces de déperdition. En effet, pour chaque bâtiment, il faut calculer la valeur des surfaces en contact avec l'extérieur. Pour ça, il faut retirer des surfaces totales, ce qu'on appelle les surfaces mitoyennes. Par exemple, là, on a différentes zones qui sont en contact. Donc, on va appeler des surfaces mitoyennes verticales, des surfaces mitoyennes horizontales. Donc, un algorithme a été développé au cours de cette thèse en langage SQL avec la librairie PostGIS, qui nous a permis, pour l'ensemble du quartier, d'identifier l'ensemble des surfaces mitoyennes. Ensuite, une fois qu'on avait il manque encore un certain nombre d'entrées pour pouvoir faire tourner notre modèle a priori. Ces entrées, notamment les propriétés thermiques des bâtiments, les apports thermiques liés au métabolisme et à l'électricité spécifique, les scénarios de ventilation mécanique, les scénarios de store extérieur et les scénarios de température continue. Pour estimer toutes ces entrées manquantes, on va faire appel à ce qu'on appelle les enrichisseurs statistiques, donc des bases de données ou des données expertes qui nous permettent statistiquement d'estimer des données probables, associées à nos bâtiments. Donc pour ça, il existe dans la littérature déjà différentes bases de données d'enrichissement, notamment la base de données Smarty développée ici au CES et qui permet l'enrichissement des bâtiments de logement. Il existe aussi la base de données City Energy Analysis, open source, et qui là concerne l'ensemble des usages, mais par contre n'est pas spécifique au cas de la France, mais a été développée notamment pour la Suisse, et aussi manque un peu de justification et de source pour justifier l'ensemble des données d'enrichissement. Donc, en plus de ces bases de données existantes qui ont constitué une bonne base dans cette thèse, a été ajoutée une méthode d'enrichissement des bâtiments de bureaux spécifiques, donc illustrée avec cette figure. Donc, cette figure représente en fait l'occupation une courbe d'occupation des bureaux sur une semaine, normalisée par rapport à 1. Donc, voilà. Et ça a été construit à partir de l'enquête emploi du temps de l'INSEE. Donc, c'est juste un exemple de la méthode d'enrichissement des bureaux qui a été construite pendant la thèse. Enfin, maintenant, on a toutes les données pour construire notre modèle a priori. Donc, on peut construire, par exemple, deux modèles. On a construit deux modèles a priori sur deux cas d'étude du quartier, un bâtiment de bureau, un bâtiment de logement. À gauche, on a
la comparaison entre les consommations prévues par le modèle en orange et les consommations issues des données en bleu, à des échelles mensuelles. Et à droite, on a des comparaisons horaires. Donc, on peut voir qu'à l'échelle mensuelle, on est plutôt pas mal, avec des erreurs qui vont jusqu'à 10%. Par contre, à l'échelle horaire, on a un peu ce qu'on pouvait attendre, c'est qu'on a encore beaucoup d'incertitudes qui sont liées aux erreurs d'enrichissement, principalement sur les scénarios de température de consigne, de scénarios de ventilation, etc. Donc, pour améliorer encore notre modèle, on peut passer par une étape de calibration bayésienne. Donc, la calibration, donc maintenant, on va essayer d'étudier l'application de la calibration sur nos modèles a priori. Donc, pour ça, on est revenu en fait, sur notre cas d'étude présenté précédemment. Ce cas d'étude, en fait, par rapport, contrairement au cas d'étude réel qui est le quartier Clichy-Batignolles, nous a permis d'étudier différents, ce qu'on appelle niveaux de connaissance du bâtiment. Donc là, on va utiliser 5 niveaux de connaissance du bâtiment dans lesquels les données connues varient. Par exemple, dans le niveau 1, on va supposer que l'ensemble de ces données-là, donc données météo, puissance thermique, électricité spécifique, température de consigne, température intérieure, scénario d'occupation, scénario de ventilation, scénario de travail intérieur, tous ces scénarios sont connus. Les seules données à paramétrer vont être les paramètres statiques du bâtiment déjà présentés précédemment. Et on va aller jusqu'au scénario 5, où là, on n'a plus que les données de météo et les puissances thermiques de chauffage qui vont être connues. Donc, plus on perd en connaissance, plus on va avoir des paramètres à calibrer. Donc, par exemple, quand le scénario de ventilation n'est pas connu, on va devoir estimer ce qu'on va appeler un scénario a priori, donc un peu sous la même méthode qu'on a présentée précédemment, un scénario a priori régi par un certain nombre de paramètres. Donc, on va essayer de pas un minimum de paramètres pour simplifier la calibration. Dans le cas de la ventilation mécanique, il va y avoir 3 paramètres, par exemple. Donc, c'est les 3 paramètres qui sont. Donc, voilà, 3 paramètres dans le cas de la ventilation mécanique. Une heure de départ du système de ventilation, un débit de ventilation et une heure d'arrêt du système de ventilation. Ces 3 paramètres vont être associés à des distributions de probabilité a priori et ajoutés aux paramètres de calibration. Donc, ceux-là qu'on a déjà présenté précédemment. Voilà. Les paramètres REC-L et REC-M ont été retirés de ce problème, étant donné déjà le très grand nombre de paramètres à calibrer. Donc, les résultats, donc on va étudier chacun de ces scénarios, chacun de ces niveaux de connaissance du bâtiment, et les résultats, je vais vous les présenter sous cette forme. Donc là, par exemple, c'est un exemple pour le paramètre MECA-H2, qui est l'heure d'arrêt du système de ventilation. Pour chacun des scénarios, donc scénario 1, 2, 3, 4, 5, on va avoir ce qu'on va appeler en rouge les incertitudes a priori du modèle. Donc, par exemple, dans le premier scénario, la donnée est connue, donc on n'a aucune incertitude a priori. Par contre, à partir du scénario 2, la donnée de ventilation mécanique n'est plus connue. Donc, on va avoir une incertitude a priori sur chacun des paramètres, notamment sur ce paramètre. Cette incertitude, elle va être représentée ici, et elle va être représentée par ce qu'on a appelé le plus haut intervalle de densité de probabilité, HPD 95, qui représente 95% de la probabilité a priori. Donc, c'est ce qui est représenté ici en rouge. Donc, pour chacun des scénarios de 2 à 5, on a cette même incertitude a priori. Par contre, on a aussi des incertitudes HPD 95 a posteriori. Donc, a posteriori, on va avoir la même estimation, mais sur la distribution de probabilité, sachant les données observées, donc sachant les données de calibration. Donc, ces résultats, ils ont été faits pour l'ensemble des paramètres donc, calibrés, donc pour chacun des scénarios. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, plus les données orange sont proches de la ligne en pointillé, plus on a une bonne identifiabilité, plus on est proche de l'estimation physique qu'on en a fait a priori. Donc, par exemple, pour la résistance RG, on retrouve une très bonne identifiabilité et on retrouve le 1,3 pour la capacité CP et le 0,708 pour la surface AP. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la plupart des cas, on a une bonne identifiabilité des paramètres, avec des valeurs qui sont toujours assez proches des estimations physiques, excepté pour le dernier scénario, donc le scénario 5, où on a des estimations a posteriori qui diffèrent parfois fortement des estimations a priori. Donc, par exemple, on voit les différences à plusieurs endroits, ici. Donc, alors, pourquoi ces divergences?
Ben, en fait, une grosse limite, une limite importante de ce travail, c'est que les profils calibrés sont régis par un nombre limité de paramètres. Donc, ils ne peuvent pas s'adapter à tous les profils réels possibles. Par exemple, là, pour le cas du niveau 5, l'électricité spécifique est régie par deux paramètres, un paramètre talon et un paramètre de talon et un paramètre d'amplitude ici. Mais il n'est pas capable de s'adapter correctement aux paramètres, au profil réel qui dépendent fortement en fait, du comportement des occupants. Une possibilité aurait été d'ajouter un nombre de paramètres plus important, mais ça aurait aussi complexifié le problème de calibration. Donc, cette problématique va faire que le modèle va essayer de compenser ça, par exemple, dans ce cas-là, en baissant très fortement. Il ne va pas arriver à retrouver l'effet de ce profil-là sur le modèle. Du coup, il va quasiment annuler le profil et compenser avec d'autres paramètres, puisque le fait d'annuler ça, ça va faire que la résistance globale, par exemple, ne va pas être correcte, ne va pas correspondre. Donc, il va compenser avec d'autres paramètres qui peuvent être, par exemple, la ventilation mécanique ou l'ensoleillement ici. Donc voilà, une limite importante de ce travail. Ensuite, on peut aussi regarder, maintenant qu'on a l'identifiabilité, on peut regarder aussi ce qu'on appelle les capacités prédictives des modèles calibrés. Donc là, je présente deux graphes qui sont les écarts moyens entre les prédictions de température sur les mois de calibration en janvier et les 2 mois de validation, février et mars, pour les différents niveaux étudiés. Et à droite, c'est les incertitudes associées à les incertitudes liées à chaque prévision. Donc on peut voir qu'on a un décrochage ici à partir du niveau 4. C'est dû au fait qu'à partir du niveau 4, on n'a plus d'informations ni sur la température intérieure, ni sur les températures continues. Donc forcément, la calibration se fait plus que sur la puissance et les prévisions de température sont moins bonnes. Mais on reste quand même à des niveaux qui sont inférieurs à 2 degrés moyens d'écart. Et les incertitudes montent jusqu'à 1,5 degrés. Et une petite illustration des résultats. Donc là, c'est une illustration, par exemple, pour le cas du niveau de connaissance 2, où on a les données en bleu et les prévisions, les intervalles d'incertitude sur les prévisions à 95% en gris. Donc là, on voit qu'on est plutôt très bon pour celui-là, et on sera forcément un peu moins bon pour les précédents. Mais le modèle préserve dans tous les cas des capacités prédictives correctes. Donc maintenant, on va voir la conclusion générale et les perspectives. Donc les principales contributions de cette thèse, ça va être une proposition. On a proposé une méthode de calculation bayésienne de modèle RC. On a proposé aussi la construction d'un modèle RC performant et identifiable sur la base de la norme internationale ISO 13790. On a proposé aussi une méthode de paramétrage a priori des modèles de quartier avec une mise en avant des limites offertes par les différentes sources d'information, l'ensemble des sources d'information disponibles à l'échelle du quartier, et aussi la proposition d'une nouvelle méthode pour l'enrichissement statistique de bâtiments de bureau. Enfin, les limites liées à la méthode vis-à-vis des objectifs ont été étudiées, et notamment une des limites principales a été ce problème de divergence entre les profils calibrés et les profils réels. Enfin, les perspectives. Une perspective, ça va être de continuer le travail de développement d'une base de données d'enrichissement statistique complète, argumentée et validée. Pour ça, on a aussi, je pense notamment à la thèse de Lucie qui est présente ici, qui travaille sur le développement d'une méthode de validation des méthodes d'enrichissement. On peut aussi chercher à encore améliorer l'identifiabilité des modèles RC, notamment le calcul des paramètres dynamiques tels que la capacité CM et la surface AM. On peut aussi chercher à améliorer encore la méthode d'inférence bayésienne, en utilisant notamment des algorithmes d'échantillonnage à gradient, tels que l'algorithme NUPS. Et il sera intéressant de valider cette méthode sur des cas réels. Et enfin, il y a un point sur lequel j'aurais bien aimé me pencher dans cette thèse, mais je n'ai pas eu le temps, c'est les modèles bayésiens hiérarchiques, qui permettent en fait de prendre en compte l'information supplémentaire selon laquelle l'ensemble des bâtiments du quartier correspondent à un même tissu urbain et à un même type d'architecture. Merci de votre attention.